Voici ce qui s'est passé ici en Iran depuis mon arrivée. Vous savez, je suis venu ici et ensuite les manifestations ont commencé. On voit les protestations et les émeutes, on voit tout cela se produire. Et maintenant, nous en sommes à un stade où l'on parle d'une guerre potentielle entre les États-Unis et l'Iran, et peut-être Israël, entre Israël et l'Iran. Voici ce que le Wall Street Journal a rapporté l'autre jour. Trump cherche des options décisives pour l'Iran alors que des forces se déplacent vers le Moyen-Orient. Il parle des avions de chasse, les avions de chasse américains arrivés dans la région, et du porte-avions. Il semble que l'un d'eux soit déjà arrivé ici. Ils renforcent leur présence. D'après ce que je vois ici en Iran, ils déplacent beaucoup d'armes à travers le pays. Vous voyez, le GPS ne fonctionne pas. On dirait qu'ils savent que quelque chose se prépare. Je ne sais pas pourquoi. En parlant avec des responsables ici, j'ai essayé d'en rencontrer certains, et ils disent tous qu'ils se préparent à une guerre imminente entre les États-Unis et Israël d'un côté et l'Iran de l'autre. Nous avons vu un article similaire dans le Wall Street Journal, où le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'ils étaient prêts à riposter. Vous savez, ils sont tous prêts à défendre l'Iran. Quelle est votre opinion sur ce qui s'est passé depuis dans les médias grand public occidentaux et sur la manière dont ils essayent d'attiser les tensions internes en Iran, avec la guerre qui pourrait frapper le pays? Eh bien, lorsque vous examinez les perspectives de guerre, vous devez analyser les indicateurs de capacité, les capacités militaires, mais tout aussi important, les indicateurs d'intention. Nous avons observé un renforcement considérable des signaux d'intention lors de la rencontre du président Trump avec le premier ministre Netanyahou à Mar-a-Lago. Immédiatement après cette réunion, au cours de laquelle les deux semblaient s'être mis d'accord sur une stratégie d'attaque contre l'Iran, nous avons vu éclater des manifestations en Iran qui ont peut-être été, ou non, encouragées par Netanyahou ou le Mossad. Mais elles ont été très rapidement exploitées par les États-Unis, par le Mossad, probablement par le MI6, avec l'aide de récepteurs Starlink introduits clandestinement, le système de télécommunication en orbite terrestre basse d'Elon Musk, et apparemment un certain nombre de fusils et d'autres armes qui ont été introduits en contrebande en Iran, suivi de l'arrivée de Kurdes venus d'Irak, apparemment associés au Mossad, qui y dispose d'une forte présence. Israël y a une forte présence. Je pense donc que nous avons eu de nombreux signes d'intention, et il me semble, ainsi qu'à d'autres, que l'exploitation des protestations, à mon avis justifiées, des Iraniens ordinaires concernant le coût de la vie, l'effondrement du rial iranien, et ainsi de suite, visait à préparer une attaque. L'attaque a cependant été retardée, apparemment, probablement à la demande de Netanyahou, parce qu'il se rend compte, je pense, ou a été conseillé par ses propres services, que l'Iran est en réalité prêt à riposter et à le faire massivement. Il y a par exemple des rapports dans le New York Times. Je ne fais normalement pas confiance au New York Times pour quoi que ce soit, franchement. Mais il y a un article affirmant que l'Iran est prêt à riposter avec un barrage de 2000 missiles lancés et contrôlés simultanément. Le but serait de submerger totalement les systèmes de défense aérienne et antimissiles encore existants en Israël. Il y a eu d'autres signaux. Quoi qu'il en soit, je pense que le retard actuel s'explique par le fait que les pays du Golfe Persique, où se trouvent les bases américaines, ont clairement indiqué qu'ils ne voulaient pas qu'une attaque contre l'Iran soit lancée depuis leur territoire. Ils l'ont fait à la fois pour des raisons politiques, parce que, comme nous l'avons évoqué plus tôt, ils ont atteint un certain degré de rapprochement avec l'Iran, et parce qu'ils forment lentement une coalition avec l'Iran pour contrebalancer Israël. C'est une raison. Mais l'autre, bien sûr, est que l'Iran a menacé de détruire ces bases qui se trouvent sur leur territoire
et sont utilisés non seulement par la présence militaire américaine, mais aussi par leur propre population. Il est donc clair qu'une attaque contre l'Iran ne bénéficiera pas de la coopération des membres du Conseil de coopération du Golfe. Cela signifie qu'un porte-avions devra soutenir toute attaque éventuelle. Vous avez mentionné le déploiement d'avions dans la région. Je pense qu'il existe des preuves de nombreux avions de transport lourd livrant du matériel à Israël via des bases européennes, ainsi que d'une certaine activité à Chypre, en Crète et dans d'autres lieux, d'où sont menées des opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Tout cela se produit donc effectivement. Quant au porte-avions l'Abraham Lincoln, je crois que l'ordre a été donné pour qu'il soit redéployé en Asie occidentale. Je ne suis pas sûr que cela passe par la mer d'Arabie ou par la Méditerranée via le canal de Suez. Je pense que cet ordre a été donné le 14 janvier. D'après mon expérience, il faut 8 ou 9 jours à un porte-avions pour se déplacer depuis la mer de Chine méridionale, où se trouvait l'Abraham Lincoln, selon qu'il était plus au nord ou au sud de cette mer, jusqu'à la région concernée. Donc 14 plus, disons 7, ça fait 21. C'était hier. Le porte-avions est probablement déjà sur place ou en train d'arriver. Il y a aussi, j'en suis sûr, des mouvements vers Diego Garcia, l'île britannique qui doit être restituée à Maurice conformément à une décision de la Cour internationale. On en a parlé dans la presse américaine. Trump s'est opposé au retour britannique de l'archipel des Chagos, Diego Garcia, à Maurice. Cela me laisse aussi penser que cela fait désormais partie de l'opération en préparation. Donc je pense que vous avez raison. Personne ne peut désormais trouver de raison de douter qu'il y aura une attaque contre l'Iran menée par Israël avec le soutien des États-Unis. Ce que cela accomplira, je n'en ai aucune idée. Il est tout à fait possible que cela entraîne la destruction des défenses israéliennes et de lourds dégâts en Israël. Comme vous êtes en Iran et que je ne le suis pas, je n'ai pas la possibilité de parler aux dirigeants iraniens comme vous le faites. Mais je pense que lors des précédentes ripostes aux attaques israéliennes, 3 attaques, dont l'assassinat d'Ismail Haniyeh pendant l'investiture du président Bozeshkin, l'Iran a été très prudent en limitant ses frappes à des sites de renseignement et militaires. Il n'a pas cherché à détruire les infrastructures civiles en particulier. Il a tenté de neutraliser quelques ports en Israël. Il ne bénéficie plus du soutien actif des forces de la région qu'il appuyait autrefois dans leur résistance à l'hégémonie israélienne. Le Hezbollah, le Hamas. En réalité, elles ont été mises à l'écart. La Syrie a été écartée du jeu. Il s'agit donc désormais d'un conflit direct entre Israël et l'Iran. Et je crois l'Iran quand il dit qu'il est prêt. Comme vous l'avez mentionné, les manifestations ont commencé à cause de la situation économique. Il disait que l'économie ne fonctionnait tout simplement pas pour le peuple. Et j'ai été stupéfait de voir à quelle vitesse tout a commencé à aller dans cette direction. Les manifestations ont éclaté et elles se transforment rapidement en émeutes. Un quart des ambulances ici à Téhéran ont été détruites d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes un manifestant, comment pouvez-vous aller détruire des ambulances? Non, je pense que ce ne sont pas, vous savez, les mêmes personnes. Je pense qu'il existe des preuves très claires, y compris des déclarations du gouvernement iranien que je trouve crédibles, bien que circonstancielles, du type que vous venez de mentionner, indiquant que, même si les manifestations elles-mêmes avaient une base rationnelle et étaient justifiées,
Elles ont été exploitées par des agents d'influence sous contrôle israélien ou étranger. Il est très facile de transformer une manifestation en événement violent en commettant soi-même des actes de violence, en tirant sur un policier, en tirant sur un civil par exemple. Et je pense que c'est à peu près ce qui s'est passé dans plusieurs endroits. Ainsi, la réponse du gouvernement iranien telle que je la comprends a été assez efficace. Tout d'abord, en s'appuyant sur la technologie russe qui a été mise au point en Ukraine pour contrer Starlink et le neutraliser. Le GPS, vous savez, je ne pense pas que l'Iran fasse confiance au GPS, et il a de bonnes raisons. Je crois que ces missiles sont en réalité guidés par Beidou, l'équivalent chinois du GPS, qui est à certains égards plus précis, mais qui n'est pas, de toute évidence, vulnérable à une désactivation par les États-Unis ou d'autres. Vous savez, il existe désormais plusieurs réseaux satellitaires, le GPS qui est la version américaine, un système mondial de satellites exploité autrefois par l'Union soviétique et aujourd'hui par la Fédération de Russie, un autre par l'Union européenne, et enfin un système très complet exploité par la Chine. Et je pense que l'Iran en est venu à se reposer sur le système chinois parce qu'il n'est, comme je l'ai dit, pas manifestement vulnérable. Je suis sûr que des gens en Occident ont travaillé sur la manière de le neutraliser, mais rien ne prouve qu'ils en aient la capacité. C'est pourquoi, à mon avis, le GPS devient problématique. Quoi qu'il en soit, je pense que nous assistons à une montée vers une autre guerre désastreuse. Une guerre de choix menée par Israël contre l'Iran. Deux autres choses que je devrais mentionner. Les déclarations de Netanyahou. Il a dit d'abord après Mar-a-Lago, eh bien, si l'Iran reprend la recherche, le développement et la production de missiles, nous devrons attaquer l'Iran. Mais bien sûr, l'Iran n'a jamais cessé la recherche, le développement et la production de missiles. C'est donc simplement une déclaration directe indiquant qu'il a l'intention d'attaquer l'Iran, en réalité. Ensuite, il a dit très prudemment, parce que Donald Trump avait affirmé avoir, je cite, « anéanti le programme nucléaire iranien », que si l'Iran reprenait d'une manière ou d'une autre son programme nucléaire, il faudrait attaquer l'Iran. Or, il sait très bien que Trump n'a pas anéanti le programme nucléaire iranien. On ignore dans quelle mesure il a été endommagé, mais il est clair qu'une bonne partie a survécu. Et la question a toujours été de savoir si la direction iranienne prendrait la décision de construire une arme nucléaire ou non. Jusqu'à présent, peut-être que cela a changé maintenant, mais du moins jusqu'à très récemment, les services de renseignement en Israël et aux États-Unis étaient assez convaincus que l'Iran n'avait pris aucune décision de réellement déployer une bombe. Il semblait plutôt avoir choisi de développer ce qu'on appelle une latence nucléaire, c'est-à-dire la capacité de passer rapidement à la construction d'une bombe si cela devenait justifié et était ordonné par la direction. Nous avons donc encore une fois en place un ensemble de systèmes d'armes capables d'attaquer l'Iran ou de protéger dans une certaine mesure Israël contre des représailles iraniennes. Nous avons également de nombreuses déclarations d'intention d'attaquer l'Iran. Et comme je l'ai dit, j'ai aucune raison que ça va au bout. Et je le déplore. Faire partie de l'Iran et voir cette immense et épaisse propagande se dérouler à l'extérieur du pays au sujet de ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran, cela m'a stupéfié. L'une des affirmations était que Javad Zarif serait en train de discuter avec le fils de l'ancien Shah à l'étranger pour planifier une sorte de coup d'État. C'est incroyable qu'il veuille. Monsieur l'ambassadeur, il se passe quelque chose en Israël, avec le fils du Shah et des personnes proches de lui, parce qu'ils veulent,
Je ne sais pas s'ils veulent vraiment qu'il retourne en Iran et prenne le pouvoir, mais ils essayent de délégitimer Javad Zarif et ceux qui prônent une meilleure relation avec l'Occident. Bien sûr, c'est la manœuvre habituelle du ministère israélien des Affaires stratégiques, qui mène la Hasbara, leur programme d'exculpation, mais aussi de diffamation des individus et de discrédit de leur réputation, en semant le doute. Ils sont très doués pour cela. La guerre psychologique est quelque chose qu'ils ont perfectionné. Et en ce qui concerne le jeune homme, enfin, plus si jeune maintenant, j'ai en fait dîné avec lui une fois, et mon impression était qu'il n'est pas son père, et que son père n'était pas aussi bon que beaucoup le pensaient. Je pense qu'il sert entièrement de façade pour d'autres. Ce n'est pas un dirigeant. Je peux me tromper, mais c'est mon impression. En tout cas, il est clairement soutenu par les Israéliens. Vous savez, vous avez ici tout un passé avec les Moudjahidines et d'autres qui ont largement pris part à tout cela. Il est très clair que les objectifs israéliens sont la subjugation et la division de l'Iran. Les personnes qu'ils ont pu recruter comme agents d'influence pour transformer des manifestations en violence, pour faire d'une protestation une émeute, viennent de groupes ethniques minoritaires, principalement des Kurdes, des Arabes, des Baloutches, et bien sûr d'autres issus de la majorité perse. Mais il existe sans aucun doute de nombreuses motivations parmi ceux qui acceptent de travailler pour eux. Certains veulent simplement de l'argent, d'autres veulent quitter l'Iran, d'autres encore souhaitent l'indépendance vis-à-vis de Téhéran. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l'Iran peut être manipulé depuis l'étranger, mais cette manipulation a essentiellement échoué, à mon avis. Si Israël attaque l'Iran, comme je m'y attends à nouveau pour la 4e fois en quelques années, je soupçonne que cela rassemblera les Iraniens derrière la République islamique, quel que soit leur sentiment à l'égard de la situation économique. Et je pense que la direction iranienne est bien consciente que les sanctions ont un impact sur le niveau de vie, sur la prévisibilité. Mais il est désormais assez clair que le calcul des services de renseignement occidentaux, soutenus par Israël, ou peut-être dirigés par Israël, selon lequel l'Iran pourrait d'une manière ou d'une autre se fracturer, était erroné, et cela ne s'est pas produit. Et je veux simplement conclure cette partie en disant quelque chose à propos du Minnesota. Donald Trump a déclaré qu'il y avait en Iran des manifestants qui étaient traités violemment par les autorités et que cela justifiait son intervention en Iran. Il n'était pas clair comment il pouvait intervenir, ni pourquoi nuire à l'Iran aiderait les manifestants. Mais quoi qu'il en soit, il a dit que la même logique s'appliquerait au Minnesota. Que l'Iran serait justifié d'intervenir, soit par une action secrète, soit en bombardant le Minnesota s'il le pouvait, pour aider les manifestants, car eux aussi sont des manifestants pacifiques, traités violemment par une force sans loi et sans légitimité à leurs yeux. Je dirais que c'est ironique. Au moment même où, à Washington et à Jérusalem, on pensait que l'Iran était vulnérable à une révolution, beaucoup d'Américains pensaient que les États-Unis devenaient eux-mêmes vulnérables à une révolution. Jusqu'à présent, cependant, le peuple américain a fait preuve d'une grande retenue face à la violence de l'administration Trump et à la vindicte du président. Mais je pense que la patience s'épuise ici. Et cela me rappelle la célèbre remarque de Mao Zedong, le président du Parti communiste chinois, dans des circonstances similaires, lorsqu'il a dit qu'une seule étincelle peut déclencher un incendie de prairie. Le Minnesota se trouve dans la prairie, et je pense que nous faisons face à une situation très dangereuse là-bas.